Bien, eh Bonjour bien, Richard. écoutez, bonjour, bonjour Emmanuel. Bon, c'est bon, on est en direct. On est en train de dire, est-ce que les gens nous attendent? On espère que vous êtes là nombreux. Donc, dites-moi si vous voyez bien donc, notre direct. Voilà, bienvenue à vous, bienvenue à tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons parler avec Emmanuel donc Alquier de FODMAP. Emmanuel, comme vous le savez, donc est le créateur de FODMAPédia. Alors bien entendu, c'est pas une émission médicale. Tout ce qu'on partage, c'est à titre informatif. Et si vous avez donc des soucis de santé, n'hésitez pas effectivement à vous rapprocher de votre médecin pour un diagnostic. Alors, donc Emmanuel effectivement donc a un passé, on va dire donc plutôt commercial et plutôt donc marketing, et il a été atteint donc du syndrome de l'intestin irritable qui l'a un petit peu qui lui a permis de s'intéresser effectivement à au FODMAP et au régime donc FODMAP pour pouvoir s'aider et pouvoir aller mieux par rapport à sa maladie. Et encore, est-ce qu'on peut appeler ça maladie? On pourra en reparler. Aujourd'hui, donc, il va nous partager donc des slides où il va nous parler des FODMAP. Qu'est-ce que c'est? Il va nous parler aussi donc pour qui est le protocole FODMAP. Je rappelle que lorsque vous suivez ce protocole, il est plus que nécessaire de vous faire accompagner parce que tout seul, vous allez faire des bêtises. Donc ça, c'est clair. L'efficacité et la légitimité scientifique de cette alimentation. Donc voilà, il va vous parler aussi donc de son application FODMAPédia, l'explication des 3 phases du protocole et donc pourquoi l'accompagnement est essentiel pour réussir. Donc je viens d'en parler, et à quoi vous attendre et comment maximiser vos chances de succès. Bien sûr, si vous n'avez pas encore effectué donc de diagnostic donc de votre syndrome, si vous pensez avoir le syndrome de l'intestin irritable, dans ce cas-là, il faut vous rapprocher de votre médecin. Emmanuel, bonjour. Bonjour Hicham, un grand merci pour cette invitation. Écoute, merci à toi de l'avoir accepté. On s'était un petit peu croisés pendant le sommet de l'intestin irritable, mais on ne se connaissait pas encore assez pour avoir pu travailler ensemble. Donc, je suis vraiment content de t'inviter aujourd'hui, que tu sois là avec moi. Alors, parle-nous un petit peu de l'historique de FODMAPédia. Comment t'es arrivé l'idée de lancer cette application? Un parcours assez classique moi je suis atteint du syndrome de l'intestin irritable, donc j'ai pas une légitimité médicale et je suis pas gourou santé, et du coup moi c'est vraiment la FODMAPédia ce que j'aurais voulu avoir quand j'ai dû mettre en place cette alimentation que j'ai testé un peu comme ça. Mon gastro-entérologue me l'avait dit sur le pas de la porte en partant, sinon les FODMAP. 6 mois après, je n'étais pas plus recommandé que ça par cette personne, mais au moins j'avais été bien diagnostiqué. Déjà beaucoup. Et puis, il y a une application qui est un peu une application de référence anglo-saxonne de l'université de Monash, et je m'en servais, mais je me baladais aussi à côté avec un PDF imprimé de liste d'aliments. L'un comme l'autre, c'est pas pratique. Donc, j'ai voulu vraiment avoir une application. Ça, c'est un peu mon métier de créer, à la base, de créer un outil grand public. Et donc, comme je n'ai pas cette légitimité médicale, j'invente rien. Moi, je considère que je fais de la vulgarisation. Donc, je prends les données scientifiques et l'état de la science du moment et je le fais dans quelque chose de concret et adapté aux problématiques de consommateurs français ou francophones, parce que je travaille beaucoup pour aussi, en plus de la France, moi je suis français, mais mes utilisateurs, j'ai beaucoup de clients en Belgique, en Suisse et au Québec et au-delà, donc c'est important. Et du coup, FODMAPédia, j'ai vu que quand on voulait, par exemple, connaître quand on avait un aliment dont on ne connaissait pas donc le taux de FODMAP, on pouvait te le soumettre et que très rapidement, tu pouvais l'intégrer à ton application, c'est ça? Oui, effectivement, c'est sûr, c'est un des avantages par rapport à ce qui existe sur le marché, c'est que justement, galette des rois, si ça y est pas, moi je vais la rajouter. Est-ce que c'est frangipane? Est-ce que c'est avec la brioche en fonction du sud ou du nord de la France? Est-ce qu'il y a des fruits confits? Bref, ça s'enrichit en permanence avec les utilisateurs. Mais bon, je préfère en parler plus tard si on doit faire de la promo. Déjà, je vais expliquer aux gens pour qui c'est cette alimentation, parce que c'est pas pour tout le monde, et je le conseille pour le mettre en place.
Ok, très bien. Eh bien, écoute, je te propose de passer directement donc à ta présentation. Donc, ce pourquoi on est là aujourd'hui. Eh bien, je te laisse faire et puis je m'arrange pour que les choses apparaissent comme il faut. Hop. Merci Alors, beaucoup, Hicham. Non, merci. présentation. Moi, je vais disparaître pour l'instant. Hop. Voilà. Donc, pour vous faire une idée, moi j'appelle ça une micro-conférence. Ça va être dans les 20 minutes de présentation. Et puis après, avec Hicham, on a gardé du temps pour questions-réponses. Donc voilà. Alors, pour qui c'est? Il faut savoir que cette alimentation, ça a été créé pour les personnes atteintes d'un syndrome d'intestin irritable. Je remets une couche sur l'importance du diagnostic parce que s'auto-diagnostiquer, ça peut vous faire passer à côté d'une maladie cœliaque, d'endométriose, de maladie de Crohn, voire ça peut être un cancer colorectal. Il y a des symptômes qui peuvent être proches, très similaires du syndrome d'intestin irritable. Ça, vous ne pouvez pas l'inventer. C'est vraiment le job d'un gastro-entérologue. Chacun son métier, allez-y. Et le protocole FODMAP, c'est pas vraiment une mode ni quelque chose à tenter pour voir. Ça répond vraiment à des contraintes médicales. D'ailleurs, si vous le faites un peu comme ça, vous êtes sûr que vous allez le rater, cette alimentation. Donc, le syndrome d'intestin irritable, pour autant, il y a de plus en plus de personnes qui souffrent d'autres maladies qui sont recommandées par leur corps médical de suivre ce protocole aussi dans certains cas. Parce qu'on s'est rendu compte que ces personnes qui peuvent avoir l'endométriose, une fibromyalgie, une MICI, comme Crohn, ils peuvent avoir un syndrome d'intestin irritable en plus de ces pathologies-là. Malheureusement, c'est souvent associé, ces maladies que j'ai citées là, c'est la sphère trop digestive de ces maladies-là. En fait, il y en a qui ont plus de médecins qui disent en fait, c'est un syndrome d'intestin irritable que vous avez. On distingue les deux types de symptômes, même s'il y a des guerres de chapelle dans le corps médical là-dessus. La méthodologie, c'est pas toujours à 100% la même, particulièrement pour le SIBO, mais la base reste la même et il y a beaucoup de patients qui essaient et qui en retirent un bénéfice. Donc, c'est à creuser avec votre médecin. Et voilà. Donc, qu'est-ce que c'est les FODMAP? C'est un acronyme en anglais. Les lettres, ça représente des familles d'ingrédients qui peuvent poser problème. Donc, c'est une histoire de glucides. C'est des sucres qui sont mal digérés. Donc, F pour fermentescible en français. C'est pas une famille en soi, mais ça introduit que tout ce qui va suivre, ça va un peu fermenter dans votre intestin lors de la digestion. Ça peut provoquer des troubles digestifs. Là, on parle de ballonnement, de diarrhée, de constipation, de gaz. C'est ça les symptômes classiques. Donc O pour oligosaccharides, D pour disaccharides, ça c'est le lactose, M monosaccharides et les polyols. Alors en fait, dans les oligosaccharides, c'est les fructanes, des galactanes. Certainement, vous n'avez jamais entendu parler de ça. Donc les disaccharides, le lactose, ça beaucoup plus connu, le fructose, et dans les polyols, ça peut être le sorbitol, le mannitol, le xylitol. Et alors on trouve ça où? On trouve ça, les fructanes et les galactanes dans l'oignon, l'ail, le blé, beaucoup de légumineuses, le lactose, tous les produits laitiers. Pour le fructose, c'est de nombreux fruits et même légumes ou le miel. Donc c'est un excès de fructose. Hein. C'est pas juste il y a du fructose qui pose problème, c'est un excès de fructose, c'est une subtilité, mais c'est important. Et sorbitol, mannitol, vous pouvez le trouver dans les chewing-gums, vous pouvez le trouver dans des avocats, dans les champignons, dans des courges. Vous voyez, il y en a dans quand même pas mal de choses, et c'est pas forcément des familles qu'on connaît. Donc, l'alimentation FODMAP, c'est avant tout, c'est un protocole en 3 étapes qu'il faut suivre si on veut retirer les bénéfices. Le but, c'est que pendant la première phase, qui dure quelques semaines, sa phase d'élimination, le but, c'est d'écarter l'alimentation, les aliments qui sont riches en FODMAP. Le but, au bout de ça, c'est de savoir si ce sont bien les FODMAP qui vous posent problème. Si vous voyez pas, le but, c'est de voir une grande réduction des symptômes au bout de 3 à 6 semaines, et là, vous pouvez passer à la phase 2. Si ça marche pas, il faut revoir des choses, soit c'est mal fait, soit c'est pas adapté pour vous, cette méthode. Mais si ça fonctionne, et c'est le cas pour beaucoup de gens, les bénéfices même arrivent en quelques jours pour certains, max 3 semaines. Et donc là, vous passez à la phase 2 de réintroduction. Vous avez vu les familles dont on a parlé juste avant. S'il y en a 6, on va dire, il y a 6 grandes familles. On va les tester une par une et on va voir, ok, tiens, j'en réintroduis un peu. Il n'y a pas de problème, je réintroduis toute la famille. Il y a un problème, je sais que j'ai un problème avec cette famille. Personne n'a de problème avec les 6 familles.
Le but, au bout de ces tests de réintroduction, c'est de savoir, d'identifier là où les familles qui vous posent problème pour passer en phase 3. Et là, vous adaptez vous personnalisez cette alimentation FODMAP et vous savez ce sur quoi il faut lever le pied et ce sur quoi vous pouvez rien manger sans problème. Et puis ça, c'est vraiment un essai-erreur personnel en fait, parce que on est dans le domaine de l'intolérance. Ça veut dire que la quantité, c'est pas comme l'allergie ou un microgramme, ça va vraiment poser problème. Ça dépend des quantités. Peut-être que vous allez pouvoir boire un peu de lait, mais pas un grand verre. Peut-être que vous allez pouvoir prendre du miel qui est riche en fructose, mais pas d'autres produits proches où ça dépend vraiment des quantités. Un point rapide sur l'efficacité et la légitimité scientifique des FODMAP, c'est vraiment quelque chose, il y a un consensus mondial scientifique sur l'amélioration significative des symptômes. Il y a 70% des personnes atteintes du syndrome d'intestin irritable, quand ils essayent ce régime et qu'il est bien fait, qui voient une réduction significative de leurs symptômes. On a même des études qui montrent d'ailleurs la supériorité du régime FODMAP sur les médicaments couramment prescrits pour un SI. Elle a beaucoup fait parler ces derniers temps, parce que c'est une étude qui a été publiée dans The Lancet, et au niveau médical, on peut difficilement faire mieux en termes de crédit scientifique. Et que voilà, c'est recommandé par les sociétés de gastroentérologie de nombreux pays. Ça fait son chemin. Pourtant, c'est pas à faire n'importe comment et il faut se faire accompagner parce que il y a beaucoup de gens qui se lancent seuls et c'est pas vraiment ce qu'on recommande. Si vous avez déjà commencé, vous avez peut-être rendu compte que c'était pas facile à mettre en place et que en théorie c'est simple, mais il y a un gouffre avec la pratique parce qu'il faut réinventer votre façon de manger, que ce soit chez vous comme à l'extérieur, réinventer votre façon de cuisiner, de faire vos courses. Que quand vous cherchez des sources sur Internet ou des livres, il y a peu de choses qui existent, ça monte, mais il y en a peu. Il y en a beaucoup qui sont contradictoires, il y en a beaucoup qui sont peu fiables, qui sont obsolètes, qui sont inadaptés à notre culture culinaire. Vous allez trouver beaucoup de choses anglo-saxonnes, mais bon, si c'est pas ce que vous mangez, ça va pas vous aider. C'est diablement concret. Hein. Là, on parle de ce que vous mangez au quotidien. Il faut se poser la question de 100% de ce qu'on mange et ce qu'on boit, surtout les premiers jours. Donc il faut trouver ces sources fiables. Que si vous faites ça seul, vous avez toutes les chances de faire les erreurs classiques, qui sont que vous allez exclure des aliments qui sont compatibles, que vous n'aurez pas eu besoin d'exclure, et ça va vous priver inutilement, et vous avez un risque important de développer des carences alimentaires. Et de l'autre côté, vous continuez à manger des aliments interdits en phase 1, parce que vous ne le saviez pas, que celui-là, il était interdit, et que la phase 1, du coup, soit elle fonctionne pas, soit elle s'allonge. Au début, comme on réinvente tout, voilà, votre façon de manger, de cuisiner, vous allez vous poser 1000 questions et que vraiment un professionnel de santé qui est spécialisé dans ce régime alimentaire-là va vous aider. Il n'y a pas besoin d'avoir 15 consultations. En 1-2 consultations, vous êtes déjà bien sur les rails. Voilà, si vous faites des écarts, des réintroductions, est-ce qu'il y a un ordre et comment je fais par rapport au gluten, si vous avez déjà commencé à exclure ça. Et si je fais cuire mes aliments, est-ce qu'ils sont plus faibles en FODMAP, comment je fais pour remplacer le blé. Bref, je ne veux pas vous submerger d'infos. Si vous êtes seul au début, vous êtes vraiment désemparé, mais avec les bonnes ressources et la bonne personne, ça se fait vraiment très bien et les bénéfices valent vraiment le coup. Un accompagnement, c'est surtout aussi une personnalisation parce que il n'y a pas deux syndromes de l'intestin irritable identiques. Le professionnel de santé qui va vous accompagner va s'adapter à vos troubles. Est-ce que vous êtes plutôt orienté constipation ou diarrhée? Ça va être la même chose. Votre mode de vie, votre niveau, vos envies culinaires, vos habitudes alimentaires, votre budget, si vous avez d'autres maladies, voilà, si vous avez du diabète, si vous avez l'endométriose, si vous avez il faut adapter tout ça et ça se fait, mais plus on rajoute des contraintes et moins il faut rester seul.
Aussi, réduire les FODMAP, ça suffit pas. Faire le point avec le professionnel de santé, ça permet de faire le point sur l'hygiène de vie. Est-ce qu'il y a un côté stress? La gestion du stress, ça peut avoir un impact direct sur votre digestion, ça peut aggraver vos symptômes. Donc là, on peut conseiller d'intégrer des pratiques de relaxation, comme il y a des médications, la méditation, le yoga, l'hypnose, qui ont des bons niveaux de preuves scientifiques et d'efficacité, et c'est compatible avec ça. Faire le point sur l'activité physique, la qualité du sommeil, sur l'équilibre alimentaire. Ok, on va enlever plein de choses, mais du coup, il faut faire attention à ce que ça soit équilibré. Il y a quand même suffisamment de fibres. Il faut faire attention à son hydratation, à bien boire, parce que surtout si on est de type D avec le problème de diarrhée, il faut boire plus. On perd de l'eau, et la constipation, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas assez non plus dans les selles. Le rythme des repas, prendre le temps de manger, la régularité des repas, c'est un ensemble. Et tout ça, vous ne pouvez pas l'inventer, et c'est pas juste une liste de choses à faire. Le professionnel de santé va vous aider à identifier ce sur quoi il faut travailler avec vous. Quand je parle de professionnel de santé, celui qui est le plus couramment recommandé, qui paraît le plus adapté, ça peut être une diététicienne. Et ça, cette étude-là, elle était basée, j'aime beaucoup cette étude, elle est basée sur un accompagnement avec des diététiciennes qui avait été fait pour les FODMAP, une étude sérieuse publiée en 2020, des patients qui ont suivi ce régime. Et on voit que seul, vous avez énormément de chances juste de rater votre régime. On ne se le cache pas, hein, même accompagner, c'est complexe et c'est pas 100% de réussite. Et pour autant, l'efficacité d'un accompagnement fait aucun doute sur les chances de réussite finale de cette alimentation. Pour moi, l'association parfaite, c'est vraiment aller voir par exemple une diététicienne pour se faire accompagner pour la mise en place, pour personnaliser, pour les phases de réintroduction, pour répondre à vos questions, et un outil, une application comme FODMAPedia pour connaître les teneurs en FODMAP de chaque aliment. Parce que FODMAPedia, ça répond vraiment à la petite question, quelle est la teneur en FODMAP de tel aliment, c'est quelle famille et c'est quelle quantité, point. Ça, la diététicienne n'a pas de valeur ajoutée là-dedans, ça va lui prendre du temps sur ses consultations, et croyez-moi, vous avez largement de quoi faire avec elle ou avec lui pour libérer ce temps-là. Donc c'est le bon tandem. C'est pour ça que j'ai de plus en plus des diététiciennes qui s'en servent, qui prennent FODMAPedia pour leur consultation, parce que l'outil, là aussi, chacun son métier. C'est un métier de base de données d'aliments, elles n'ont pas le temps, ça se met à jour en permanence, elles n'ont pas le temps de faire ce métier-là non plus. Alors FODMAPedia, pour faire le petit instant promo rapide, c'est quoi? C'est une application et c'est un site web. Il y a une partie qui est complètement gratuite et une partie qui est réservée au monde premium. Alors c'est 5 € par mois, c'est largement justifié par la qualité des données. C'est une appli qui est créée en France et comme je disais, c'est vraiment adapté à la culture culinaire de toute la francophonie qu'on trouve dans nos magasins. Vous pouvez tester sans vous créer de compte, hein. Vous allez sur FODMAPedia.com, vous téléchargez l'application, elle est gratuite. Est-ce que Hicham, tu veux nous mettre la Vous cherchez une application complète pour suivre votre régime FODMAP? Comment ça marche? Alors voilà pourquoi FODMAPedia, c'est un choix parfait pour les francophones. Je vous montre ça. FODMAPedia, c'est un moteur de recherche d'aliments. Ça vous donne la teneur en FODMAP des aliments, ça vous donne des astuces, des détails concrets, ça va vous donner des photos, voir les portions, voir à quoi ça ressemble, une portion faible, modérée pour éviter de sortir sa balance tout le temps, et ça vous donne des substituts. Là par exemple, avec la patate douce, vous pouvez voir que la carotte, le panais ou les pommes de terre, si c'est trop riche, vous pouvez la remplacer par ça. Vous pouvez consulter des listes d'aliments. Donc là par exemple, c'est les aliments autorisés en phase 1, classés par catégorie. S'il manque des aliments, demandez et en 48 heures, c'est ajouté. De plus en plus de diététiciennes recommandent FODMAPedia, surtout par rapport à l'application australienne dont la base de données est bien moins adaptée. Gratuit pour tous, les membres premium débloquent l'intégralité de la base de données. FODMAPedia, c'est l'appli FODMAP que j'ai conçue pour nous, les francophones qui souffront du syndrome d'intestin irritable. Essayez-la! Merci beaucoup Hicham. Ben voilà, Hicham m'avait demandé s'il y a quelque chose que je pouvais faire pour vous, et là il y a un lien spécifique que vous retrouverez normalement dans la description du live ou du replay pour profiter et tester gratuitement pendant 14 jours. Comme ça, vous vous faites une idée. Merci.
Merci beaucoup, Emmanuel. Donc là, on va passer à la session donc de questions-réponses. Donc, si les personnes qui nous regardent ont des questions à te poser sur les FODMAP, je pense que c'est le moment. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation très claire et très complète sur les FODMAP. Je pense que elle va permettre à pas mal de personnes donc de se faire une idée, de savoir ce que ça représente, ce que c'est, ce que ça peut apporter, surtout pour les personnes, et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont touchés par le syndrome d'intestin irritable. D'ailleurs, est-ce que tu as des chiffres précis sur les personnes en France qui sont touchées? Oui, c'est ce que en termes médicaux on appelle la prévalence, c'est le pourcentage de la population qui est atteint. Le chiffre qui revient souvent, c'est 5%. 5% de la population adulte atteinte de syndrome d'intestin irritable, c'est juste énorme. Mais 90% des gens sont pas diagnostiqués parce que c'est des troubles qui peuvent paraître bénins, que tout le monde a. On parle encore une fois de constipation, de diarrhée, de ballonnement, de gaz. Voilà, mais bon, c'est pas dans les mêmes. Oui. Ça avance. Il n'y a pas de test pour diagnostiquer cette maladie. On peut pas faire une prise de sang et dire vous avez cette maladie. On parlait comment ça se fait le diagnostic avec une gastro, mais oui. D'ailleurs, quand on dit maladie, est-ce que c'est vraiment une maladie ou est-ce que c'est un ensemble de symptômes? C'est vraiment une maladie. Il y a une sorte de codex de l'OMS, Institut mondial de la santé, et il y a vraiment une entrée spécifique sur l'intestin irritable. Et de ma compréhension, ça s'appelle syndrome de l'intestin irritable parce que on voit que quelque chose ne va pas, mais on ne sait pas l'expliquer. D'ailleurs, quand on fait toutes les coloscopies, les prises de sang ou autres, tout est normal. Il n'y a rien qui ne va pas. Et pour autant, on voit bien que les patients souffrent et qu'il y a un dysfonctionnement, mais l'état de la science, faut rester humble. Aujourd'hui, on ne sait pas. Et c'est a priori, dans 10 ans, dans 20 ans, quand ça aura avancé et qu'on comprendra comment ça fonctionne, ça changera de nom. Ça s'appellera maladie de machin chose. C'était le cas pour la fibromyalgie il y a encore 10-15 ans, ça s'appelait autrement, je crois, et ça s'appelle syndrome de quelque chose. Et maintenant, on l'a mieux compris, ça s'appelle fibromyalgie maintenant. Douleur musculaire. Un peu de temps en temps avec Qu'est-ce qui peut, selon toi, quelles sont les solutions qui peuvent à l'avenir être intéressantes? Donc n'hésitez pas à vous poser vos questions à l'avenir qui peuvent être intéressantes justement à développer ou qui sont en train de se développer à ta connaissance, qui peuvent apporter un plus pour les personnes donc qui souffrent de cette maladie. Je vais juste parler de ce qui est le plus long terme, donc qui va pas arriver tout de suite, mais qui je pense est le plus prometteur. C'est au niveau du microbiote, microbiote intestinal. C'est ton sujet, mais c'est vraiment pas pour ça que je le dis. C'est pas pour te renvoyer la balle. C'est cette compréhension, c'est cet équilibre qu'il y a de cette flore intestinale, de cette population-là. Aujourd'hui, on voit qu'il y a on est en train de cartographier, d'essayer de comprendre. Si vous avez entendu parler du projet French Gut, oui, c'est de comprendre dans les selles ce qui est bon et ce qui est pas bon. Au niveau mondial, il y a des efforts massifs parce que le but, c'est d'avoir une médecine personnalisée, c'est dire, OK, là, on sait faire des tests et on sait voir ce qu'il y a, votre cartographie, mais on ne sait pas exactement dire aujourd'hui, il faudrait un peu plus de ça ou il faudrait un peu moins de telle population de bactéries ou de champignons. Il y a beaucoup de choses dans le microbiote. Mais ça avance beaucoup, il y a beaucoup d'efforts là-dessus, et c'est ça l'avenir pour moi, c'est une médecine personnalisée. Peut-être qu'on aura des petites gélules. On parle de transplantation du microbiote fécal aujourd'hui, c'est pas une solution qu'on ne recommande absolument pas maintenant, parce que ça se fait pour de la recherche scientifique, mais pas à faire chez soi ou à la légère, c'est dangereux. Mais c'est l'avenir, la promesse est folle, et très loin d'être que pour le syndrome d'intestin irritable. D'accord. Donc au moins on a une perspective effectivement à plus ou moins long terme, mais la recherche avance. Il faut être patient. C'est vrai que c'est pas toujours facile pour les personnes qui sont touchées, mais la recherche nécessite du temps pour ne pas faire n'importe quoi et pour apporter des solutions qui sont vraiment efficientes et pérennes. D'accord. Écoute, il n'y a pas de questions. Donc les gens apparemment c'est très clair ce que tu as proposé et ce que tu as expliqué. Je pense qu'on va remercier toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui
Et donc, sachez que vous allez pouvoir retrouver cette vidéo donc sur la chaîne YouTube donc Pharmabiote et donc les explications d'Emmanuel et et son application sur les FODMAP. Eh bien, Emmanuel, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Si j'avais un petit mot de la fin, c'était vraiment si vous vous posez des questions, si vous avez des troubles digestifs qui sont pas très bien, pas du tout identifiés, ou que vous êtes un peu en errance médicale, vous êtes allé voir un médecin, bon, vous dit non, ça va, tout va bien. Je vous encourage à devenir vraiment acteur de votre santé, de vous documenter, d'apprendre, de comprendre. Voilà, il faut prendre les rênes pour découvrir les subtilités, que ce soit votre alimentation, parce que si vous êtes là, c'est très certainement, vous voyez que c'est un déclencheur pour vous, vous le suspectez très fortement, et puis trouver les bons professionnels à consulter, ceux qui vont vous correspondre et qui ont une sensibilité pour notre maladie. C'est pas le cas de tous. Donc voilà, prenez-vous en main. En tout cas, il n'y a pas de solution unique, que ce soit les FODMAP ou d'autres choses. C'est un mélange de solutions et de choix éclairés qui vont permettre de mieux vivre votre alimentation et de tout ça. Voilà, bonne route à tous et encore merci. Merci aux personnes qui ont suivi et qui nous remercient donc et qui te remercient donc de cette présentation. Voilà, donc encore une fois, vous allez retrouver donc cette vidéo sur la chaîne Pharmabiote sur YouTube, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et si vous avez des suggestions donc de sujets ou de personnes à inviter, toujours bien sûr dans la sphère intestinale et du microbiote, car vous savez que c'est celle que j'ai choisi de développer et qui me paraît vraiment la plus intéressante aujourd'hui. Eh bien, n'hésitez pas j'ai quand même une question. Ça y est, c'est parti. Alors, la question de Florence, la constipation chronique pourrait-elle considérer, alors, attends, hop, voilà, la constipation, considérée comme, alors, on voit pas très bien la suite. Il manque la fin de la phrase. Il manque la fin de la phrase, oui. Alors, ça, c'est des joies du direct. Mais dans tous les cas, moi, je veux pas de questions médicales. Enfin, je sais pas quel est le sens de la phrase, mais je suis pas médecin. Alors, Florent, si vous pouvez dire la fin de la phrase, parce que je la vois pas. La constipation chronique, peut-être comme le syndrome de l'intestin irritable, c'est ça, ou c'est peut-être ça? En tout cas, une constipation chronique est clairement un signe possible d'un syndrome de l'intestin irritable. Ça vaut le coup d'aller voir un gastro pour. C'est clairement. Pour établir un diagnostic. Toujours éliminer la cause organique, hein, attention. Toujours commencer par aller voir votre médecin ou votre spécialiste pour établir le diagnostic. On est bien clair là-dessus. Mais oui, en fait, le syndrome de l'intestin irritable, il a trois familles. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable de type C, donc constipation, de type D, diarrhée, et de type M, mixte. Ça peut alterner entre les deux. C'est les deux grandes familles. Donc oui, les ballonnements gaz, ça c'est optionnel et ou les deux, mais c'est les deux grandes familles. Donc c'était bien ça la question, hein. Donc ça va, on y a répondu. Ok, donc si vous avez d'autres questions, c'est maintenant, parce que là, sinon, on va les manger. Ok. En tout cas, pour terminer aussi sur les FODMAP, c'est pas une conception qu'on entend, c'est pas un régime alimentaire à vie. Il faut être très vigilant à pas rester dans cette phase 1 très restrictive où on enlève tous ces aliments. Ça dure quelques semaines. C'est pas tenable sur du long terme. Le but, c'est d'avoir une réponse, voir, ok, effectivement, j'ai un problème avec les FODMAP, je le valide. Maintenant, il faut savoir quelle famille parmi les 6 dont j'ai parlé, parce que c'est pas toutes. Généralement, c'est 1, 2. Il faut réintroduire tout le reste. Sinon, socialement, nutritionnellement, c'est compliqué. Très bien. Donc, Florence me dit qu'elle l'orientera vers un gastro-entérologue et c'est très bien. Vous avez parfaitement raison. Eh bien, écoute, Emmanuel, merci beaucoup encore une fois. Et donc, merci à vous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à me proposer d'autres sujets. Ça sera vraiment avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite. Merci. Au revoir.